idée combien c'est difficile de parler de Chokri Belaïd. Un homme comme Chokri Belaïd, avec plusieurs aspects, plusieurs, je dirais, multi-aspects, c'est difficile. Et à chaque fois, là où j'interviens, je culpabilise après, je dis j'ai oublié un côté très important que je n'ai pas soulevé. Mais cette fois-ci, je suis un peu rassurée parce que j'ai mon ami et camarade Mohamed Jimour qui va peut-être vous raconter, vous parler d'un autre côté et ça va me rassurer un peu plus. Chokri Belaïd était un grand homme. Il était un homme qui avait la parole claire, très haute voix, et ce qui est très touchant, très remarquable tout de suite, c'est que Chokri Belaïd, dès le début, dès qu'il était très très jeune, il était tout le temps, il avait tout le temps le respect de tout le monde, le respect de ceux qui étaient d'accord avec lui et aussi de ceux qui n'étaient pas du tout d'accord avec lui, mais il imposait le respect là où il est. Il imposait le respect par sa sincérité, sa sérénité, par sa voix, comme j'ai dit, très haute, et par ses idées claires, et par avoir une ligne et une position claire et directe et d'une manière continuelle. Et c'est pas une personne qui change d'avis selon les situations. Et c'est pour ça toute la classe politique tunisienne, et après, quand il est devenu connu en Tunisie, même les organismes et tout le monde, toute la population qui le regardait à la télé a le respecté énormément. Et ça, je l'ai senti, je l'ai vécu le jour de sa mort, de son assassinat. Les gens étaient là tout de suite à la clinique et les gens pleuraient Chokri Belaïd. Au début, les gens pleuraient Chokri Belaïd et refusaient de croire que cette personne, dont la Tunisie a tellement besoin maintenant, pourrait partir. Et je ne vous cache pas que moi aussi, je ne vais pas vous raconter les détails de l'assassinat parce que c'est très très dur et c'est très sauvage. L'assassinat était d'une manière très très sauvage, mais je vous dis que je n'ai même pas eu le temps de le serrer dans mes bras, tout en sachant qu'il est, tout en voyant, mais sans être consciente, que c'était ses derniers moments en vie, pour ne pas, parce que je craignais de lui faire mal, je craignais de ne pas pouvoir le sauver. Et donc, et parce que en fait, je ne pensais pas du tout, je pensais tout le temps que Chokri Belaïd est encore plus grand que la mort. Et donc, et après sa mort, et le jour des funérailles, et quand j'ai vu la réaction de tout le monde, de toute la population tunisienne, à l'intérieur et à l'extérieur, ça me confirme qu'il est vraiment plus grand que la mort. Et maintenant, on est, moi personnellement, le parti, le Front populaire en Tunisie, tous les démocrates en Tunisie, on est tous Chokri Belaïd. On est tous ce martyr qui a dépassé, c'est un martyr de son parti, les Patriotes démocrates unis, certes, et il est le martyr du Front populaire, certes, mais maintenant Chokri Belaïd est un martyr symbole de l'époque. Il a dépassé tout ça et il est devenu un symbole, et ça me fait penser à Farhat Hached, ça me fait penser à Guevara, ça me fait penser à tous les grands que marquaient les époques dans l'histoire. L'assassinat de Chokri Belaïd nous a mis tous devant une vérité moche, mais c'est notre réalité. On est tous devant un tournant, comme vient de dire notre ami Anis, un tournant grave, un tournant extrêmement dangereux pour la Tunisie.
Donc, et du coup, on se trouve, il faudrait se positionner par rapport à ce qui se passe, et on se trouve, je ne dirais pas obligé, c'est un destin choisi de continuer sa lutte, de continuer son combat pour la liberté, pour la dignité, pour l'égalité, pour toutes les valeurs humaines que Chokri Belaïd a portées, pour toutes les valeurs de la Révolution qui n'a pas pu voir la finalité, mais on sera là, on est là pour poursuivre ce combat. Et moi, personnellement, je me suis donné 2 vocations et 2 objectifs essentiels à côté de ce que je ferai au sein du parti avec mes camarades du parti, du Front, de tous les démocrates en Tunisie. Mais la première, c'est d'arriver coûte que coûte, et même si j'aurai un chemin très très long, je le ferai pour arriver à la vérité. Rien que la vérité. Qui a tué, qui a commandité, qui a organisé et qui a monté ce crime sauvage. Donc je ne cesserai jamais, je ne m'arrêterai jamais. Et je rassure toutes les femmes, spécialement, excusez-moi les hommes, et je rassure toutes les femmes. Qui était extrêmement généreuse, qui m'offrait beaucoup d'amour, qui m'a donné justement en une partie ce qu'on appelle maintenant la force que j'ai. Je les rassure que je ne baisserai jamais les bras et je continuerai le chemin jusqu'au bout. Bravo. L'objectif que je me donne, c'est à réaliser, c'est de combattre avec mes moyens, avec ce que je peux, de combattre la violence. Parce que la violence est un phénomène, d'abord étrange à notre société, ça représente un projet de société que les Tunisiens refusent et qu'on refusera toujours. Et la violence, c'est un adversaire à combattre, parce que si on a envie d'avoir une Tunisie libre, et si on a envie d'avoir une Tunisie diversifiée, si on a envie de s'accepter avec nos différences, si on a envie de pouvoir discuter et même se battre, à la limite pour des affinités électives, pour les élections, il faudrait absolument avoir un terrain et une atmosphère démocratique. Et on ne pourra pas avoir ce terrain, cette atmosphère démocratique dans une sphère de violence. Et en plus, la violence entraîne directement la peur, et c'est avec la peur que Ben Ali nous a commandé pendant 23 ans, et c'est notre ennemi numéro 1. Donc il faudrait combattre la peur et combattre la violence pour arriver à ça. Je vous promets, encore une fois, je serai là avec mes amis, avec mes camarades, avec tous les démocrates, avec toute la Tunisie, avec sa diversité. On fera tous le nécessaire pour arrêter cette vague de violence, pour arriver à la vérité, pour arriver à une Tunisie libre, démocrate. Et merci. J'aimerais donner la parole à notre camarade Mohamed Joumoud, qui, avant d'être militant politique,
Il a dirigé pendant les années de Braise, avec d'autres camarades, la Ligue des droits humains. Il est actuellement un des dirigeants du Parti unifié des patriotes démocrates, un des dirigeants du Front populaire pour la réalisation des objectifs de la Révolution. Nous sommes tout aussi honorés de le recevoir parmi nous ce soir. Mes chers camarades et amis, bien entendu, vous comprendrez l'émotion avec laquelle je parle. Je n'ai pas perdu seulement mon secrétaire général, j'ai perdu un ami, un camarade, un frère. Il était pour moi tout cela en même temps. On nous l'a ravi au moment où tout le pays en avait besoin, pas seulement le parti, où le front en avait besoin, parce que le front aussi était assis sur Chokri Belri, sur ses initiatives, sur ses idées, ses propositions. Je vous remercie infiniment d'être ici ce soir. Je suis heureux d'être parmi vous. Et c'est ici que j'ai rencontré Chokri pour la première fois, à Genève, où nous avons mené une discussion toute une nuit pour réfléchir sur la Tunisie et pour, disons, parler d'un projet qui nous est cher, la construction du Parti des patriotes et démocrates, pour les patriotes et démocrates, et le Parti unifié pour la gauche. En tous les cas, je continuerai son testament et je ferai de telle sorte que ces projets, ces vœux soient exaucés, bien sûr, avec tous mes camarades, avec tous les démocrates de la Tunisie, avec votre soutien. Je tiens à vous remercier infiniment pour la solidarité que vous avez manifestée à notre égard, à l'égard de la Tunisie, à l'égard de son peuple, ce peuple vaillant, qui peut supporter des années des souffrances, des années de braise, mais qui ne courbe jamais l'échine. C'est un peuple que nous avons aimé, que Chokri a aimé de tout son cœur. Il était amoureux fou de la Tunisie et de son peuple. Vraiment, lorsqu'il aime, il devient, lorsqu'il aime quelqu'un, quelque chose, une idée, c'est un immense amour qu'il voue à ce qu'il adore. Il adorait la Tunisie, il adorait son peuple. Et je crois ce peuple, avec toutes ses couches sociales, avec toutes ses variantes, avec ses intellectuels, ses artistes, ses salariés, ses exclus, ses femmes, ses jeunes, ses adultes, ils lui ont rendu hommage le jour de ses funérailles. La Tunisie n'a jamais connu de funérailles aussi imposantes que celles de Chokri Belri. Nous sommes fiers, nous sommes reconnaissants, mais nous sentons le fardeau de la responsabilité aussi. Mais nous allons continuer et nous allons vaincre. La Tunisie vaincra, le peuple tunisien vaincra. Ça c'est sûr, on vous le promet. Je voudrais vous faire part de quelques réflexions sur la situation en Tunisie et sur les positions du Front populaire que j'ai l'honneur aujourd'hui de représenter. Je voudrais commencer d'abord par rappeler que
le peuple tunisien lorsqu'il s'est soulevé contre la tyrannie, le despotisme et le népotisme. Ce peuple a réclamé la dignité, la liberté, la justice sociale, le travail. C'est ce que nous résumons, nous, au Parti des Patriotes et Démocrates, en un mot d'ordre. Le peuple tunisien veut instaurer une république démocratique et sociale, en fait. C'est une république démocratique avec tout ce que cela peut comporter de valeurs, pas seulement de mécanismes, mais surtout de valeurs. Mais c'est une république aussi civile, pas une république théocratique. Les Tunisiens, pendant le processus révolutionnaire, n'ont jamais brandi ou soulevé de mot d'ordre demandant l'application de la charia. Parce qu'ils sont tous musulmans et ils n'avaient pas besoin qu'on leur rappelle. Mais c'est une république aussi sociale que les Tunisiens réclament. Une république qui réduit les inégalités sociales, les inégalités entre régions, qui réduit le chômage, qui lutte contre l'exclusion sociale et qui améliore les conditions de vie des Tunisiennes et Tunisiens. Donc, voilà ce que les Tunisiens réclamaient et réclament encore. Et bien entendu, l'édification de cette République est un processus qui peut demander une période assez, plus ou moins longue, mais qui devait commencer d'abord par une période transitionnelle et qui devait, avec des objectifs, avec des priorités, avec des mécanismes et un agenda précis. Donc l'instauration de cette République passe nécessairement par l'élaboration d'une nouvelle constitution, par l'élaboration de textes fondamentaux relatifs aux élections, un nouveau code électoral, par l'institution de commissions ou d'institutions régulatrices en matière de justice, d'information et d'élections, et aussi par la mise sur pied de mécanismes de justice transitionnelle. Ça, c'est sur le plan institutionnel et constitutionnel. Et normalement, les Tunisiens, lorsqu'ils ont élu la constituante le 23/10/2011, donc c'est à cette tâche-là qu'ils pensaient, et c'est cette tâche-là que les constituants devaient accomplir. Malheureusement, et le premier dérapage, le parti qui a remporté, qui avait eu la majorité, qui a remporté les élections, a cru bon que c'est une occasion pour lui d'accaparer le pouvoir. Et au lieu de se consacrer avec les autres constituants à doter le pays de ses textes fondamentaux, il s'est empressé à mettre la main sur l'appareil de l'État. Et pendant la période transitionnelle, le pays avait besoin, il avait des exigences sur le plan politique aussi. Garantir l'exercice des libertés individuelles et collectives, publier les archives de la police politique, garantir l'indépendance de la justice, neutraliser l'administration, assurer la neutralité des mosquées et
pour éviter leur instrumentalisation à des fins politiques. Et le pays avait aussi des priorités d'ordre sécuritaire. Je peux énumérer quelques-unes de ces priorités. Donc, restructurer la police, assurer sa neutralité aussi, et garantir la sûreté des Tunisiens et Tunisiennes. Bon, il y avait d'autres priorités sur le plan social, sur le plan économique. Et normalement, la position la plus raisonnable était que le pays, pendant cette période transitionnelle, ne devait pas seulement voir le résultat des élections, mais plutôt chercher un consensus et constituer un gouvernement de compétence nationale formé d'indépendants qui se consacrerait à ces tâches prioritaires d'ordre sécuritaire, économique, social et politique. Malheureusement, Ennahda et ses partis alliés ont vu autrement. Et particulièrement le parti Ennahda, donc comme je l'ai dit, a accaparé l'appareil d'État. Il a constitué un gouvernement de quotas. Il a mis la main sur l'appareil, donc surtout sécuritaire, et sur la sécurité, sur la justice. Et parallèlement, il a affaibli l'État, en ce sens qu'il a permis à des structures non gouvernementales, non étatiques, surtout sécuritaires, ce qu'on appelle les ligues de protection de la révolution et les milices partisanes. Donc ces institutions para-étatiques ne font qu'affaiblir l'État. Et puis au niveau constitutionnel, tout le monde, et tous les Tunisiennes et Tunisiens, et même l'opinion publique, s'est rendu compte que le parti Ennahda ralentissait d'une manière délibérée la rédaction de la Constitution et ajournait la mise sur pied de toutes les instances et aussi l'élaboration des textes fondamentaux. Ce ralentissement servait réellement le dessein de ce parti pour mettre la main progressivement sur les structures de l'État, les structures régionales, les municipalités et particulièrement l'appareil de l'intérieur, du ministère de l'Intérieur. Donc, à part cette attitude, il a fait montre de carence flagrante sur le plan économique et social. Et le pays est arrivé à une crise à tous les niveaux, qui s'est manifestée par des déficits sur le plan du budget, sur le plan de la balance commerciale, sur le plan de la balance des paiements, qui s'est manifesté par la hausse du taux d'inflation, par l'augmentation du taux de chômage. Et bien entendu, la Tunisie a connu des mouvements sociaux très larges. C'est ce qui prouvait que la politique menée par ce gouvernement menait à un échec total et sur tous les plans. Donc, le pays était entré en crise. Et alors que le pays devait sortir de cette impasse par la constitution, par l'organisation d'une conférence nationale, de salut national pour sortir de cette impasse, qu'est-ce qu'a fait le parti majoritaire? Il a choisi la violence, d'une part, le recours à la violence, dont l'apogée fut l'assassinat du camarade Chokri Belaïd. Je ne parle pas du meurtre aussi d'un autre militant, d'un autre parti, des attaques contre les journalistes, des attaques contre les hommes de lettres. Donc la violence est devenue
monnaie courante dans notre pays. Par ailleurs, et à part cette violence, il a montré son allégeance et sa docilité à l'égard des sphères impérialistes étrangères et de la réaction arabe. Donc la Tunisie et les Tunisiens, malheureusement, les jeunes Tunisiens sont exportés, sont envoyés en Syrie. Pourquoi? Pour faire chuter le régime de Bachar al-Assad au nom d'une guerre sainte. Et c'est au vu et au su du gouvernement en place. Et je crois que vous partagerez mon point de vue pour dire que ces jeunes, lorsqu'ils vont rentrer en Tunisie, ils vont continuer aussi, ils vont utiliser les armes pour instaurer leur projet sociétal. S'ils rentrent, oui, s'ils rentrent. Mais ça constitue vraiment une colonne, ou disons une force d'appoint pour le Ennahda. Donc, le pays est arrivé à une crise constitutionnelle, puisque la constitution n'est pas encore élaborée, une crise politique, et la crise politique a atteint même le gouvernement de la Troïka. Les partis de la Troïka se sont effrités. Et on a vécu les conflits entre le président de la République et le chef de gouvernement, etc. Et alors que tout le pays, toutes les forces, alors que le Front populaire particulièrement, et les autres partis réclamaient un gouvernement de compétence nationale qui serait issu d'une conférence de salut public, qui serait doté d'un programme minimum pour le reste de la période transitionnelle, le parti Ennahda s'accroche au pouvoir et refuse cette alternative. Il refuse tout en manœuvrant. Il s'est accroché bec et ongle au pouvoir et il a remplacé son chef de gouvernement, Hamadi Jbeli, par un autre, bien sûr, à la suite de l'assassinat de Chokri Belid. C'est l'assassinat de Chokri Belid qui a fait chuter le gouvernement de Jbel. Mais malheureusement, bon, ce gouvernement va être remplacé par un autre. Est-ce que, personnellement, et le Front populaire croit sincèrement que ce gouvernement, comme le premier gouvernement, est un gouvernement de la contre-révolution? C'est un gouvernement de la contre-révolution bis. C'est un gouvernement qui sera un gouvernement d'échec. Croyez, et vous vous rendez compte qu'en Tunisie, on promeut le premier responsable de l'échec sur le plan sécuritaire, on le promeut au rang de Premier ministre. Mais en fait, cela a une signification. Ce monsieur Ali Al-Arayef, qui paraît être vraiment quelqu'un de posé, mais c'est une poignée de fer. Et son bilan, le bilan de son exercice en Tunisie comporte un chapelet de violence, utilisation de la chevrotine, assassinat, attaque contre les mausolées, attaque contre les artistes. Est-ce que cet homme, symbole de l'échec du gouvernement de la Troïka, cet homme qui représente l'aile la plus droitière, la plus disons, de la Nahda, est-ce qu'il pourrait faire sortir notre pays de cette crise? La Nahda a multiplié les actes d'allégeance à l'égard des étrangers. Elle a soutenu l'intervention française au Mali. Elle soutient encore l'intervention en Syrie.
Et Ennahda ne verrait pas d'un mauvais œil que l'Algérie aussi tombe et connaisse des difficultés. C'est parce que le Qatar, la force, comment on dit, le sous-traitant des forces disons, des forces réactionnaires dans le monde, c'est ce Qatar aussi qui veut que l'Algérie soit déstabilisée. Mais je crois que l'alternative en Tunisie se situe à deux niveaux. Le Front populaire est décidé à continuer la lutte pour l'accomplissement des objectifs de la révolution, à savoir l'établissement d'une république démocratique et sociale. Mais le Front populaire reste ouvert à toutes les forces démocratiques pour mener avec elles, pour mener avec tous les Tunisiens et Tunisiennes, la lutte contre la violence. Parce que la violence touche avant tout les démocrates de tous bords. La violence n'a pas épargné Nida Tounes ou Chokri Belaïd. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité, même si nous estimons que le Parti des Patriotes et Démocrates reste encore la cible principale de la barbarie obscurantiste, et on reçoit de jour en jour des menaces à l'égard de cadres, de dirigeants de notre parti, à l'égard de militants, de sympathisants aussi. Mais c'est pour cette raison-là que nous disons que épargner à la Tunisie le schéma algérien, épargner à la Tunisie le dérapage de la violence nécessite de nous tous, nécessite du Front populaire de faire cause commune avec toutes les forces démocratiques pour arrêter ce cercle qui peut mener le pays au chaos. Donc, restons vigilants, nous comptons sur votre solidarité et je peux vous rassurer que vous pouvez compter aussi sur nous, sur le Front populaire, qui ne cesse d'améliorer son audience auprès des masses tunisiennes. Et maintenant, c'est avec une satisfaction, bien que relative, le Front populaire est à la 3e position. Il devient une force incontournable, mais nous voudrions bien que le Front populaire soit une force incontournable, pas pour remporter les élections, mais pour construire une nouvelle Tunisie, une Tunisie démocratique, une Tunisie sociale, une Tunisie... Ce sont là nos objectifs. Nous n'avons pas d'objectif sectaire et nous combattrons le sectarisme parmi nous, parmi nos militants, afin que l'unité et rien que l'unité soit notre objectif pour justement réaliser les aspirations de notre peuple, aspirations et rêves auxquels qu'il a porté pendant des décennies. Je m'excuse d'avoir été assez long et merci pour votre attention. J'ose même pas imaginer le besoin qui traverse toutes et tous ici d'échanger avec Basma, avec Mohamed. Donc j'aimerais pour celles et ceux qui aimeraient intervenir d'être le plus bref possible. Avant cela, j'aimerais juste faire deux communications. La première, c'est que le Festival du cinéma des droits humains a consacré le 6 mars une soirée spéciale Tunisie. Donc ne ratez pas cette occasion.
Il y aura, je suis sûr, la présence de Nouri Bouzid en tant que réalisateur, puisqu'il y aura la projection de son film. Et puis, pour la personne ressource, je ne me rappelle pas, mais ça serait un détail. La deuxième chose... Ah, et Souid et Kamel Jandou. Merci. La deuxième communication, il y a à la Maison des Associations, le mercredi, c'est ça? Non, le jeudi, pardon, le jeudi 7 mars, à 20h, de 18h30 à 20h, une rencontre avec Kamel Jandoui. Le sujet sera les défis des prochaines élections en Tunisie.